20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce dimanche 13 février, c'est avec les installations des nouveaux maires qui se poursuivent sur l'étendue du territoire. Dans ce journal, nous nous rendrons dans l'arrondissement de Dakar-Plateau où le sous-préfet s'est engagé au respect de la loi sur la parité dans les conseils municipaux et départementaux. Nous irons également dans la région de Kaolack, dans la commune de Mbos, où les populations attendent beaucoup de leur nouveau maire qui a de nombreux défis à relever. Élection à la Chambre des métiers à Kaffrine. De nombreux artisans dénoncent l'organisation des élections sur plus de 3000. Plus de 1000 artisans n'auraient pas pu participer au scrutin. Face à la presse, ils menacent de manifester dans les prochains jours. Les détails dans cette édition. Une délégation fédérale n'est pas mise en place pour aller récupérer des primes, mais pour servir son pays. Ce dimanche, le président de la Fédération sénégalaise de football a tenu à répondre à son troisième vice-président, Mamada Mandour. Après ne pas avoir figuré sur la liste des bénéficiaires, ce dernier s'en était pris à la gestion du président de la Fédération. Dans ce journal, retour sur la réponse d'Augustin Senghor, qui était l'invité de la radio Futur Média ce dimanche. Et puis s'il y en a bien qui a toujours à la tête la célébration plutôt, c'est bien Edouard Mendy qui enchaîne 2 grandes victoires en moins d'une semaine. Après avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations dimanche dernier, le titulaire de Chelsea a remporté hier la Coupe du Monde des clubs face à l'équipe de Palmeiras. Pour Edouard Mendy, il s'agit de son 3e trophée avec Chelsea après la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. Le voilà champion du monde des clubs. Retour sur sa performance dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Application de la loi sur la parité homme-femme au sein des conseils départementaux et municipaux dans l'arrondissement de Dakar-Plateau. Le sous-préfet Djibi Diallo tient à ce que la loi numéro 2010-11 du 28 mai 2010 soit respectée alors qu'il a procédé à l'installation officielle des nouveaux maires de son arrondissement. Le sous-préfet a insisté sur sa volonté de les accompagner dans la réussite de leur mission. Réaction du sous-préfet Djibi Diallo dans ce reportage, il est signé Al-Hassan Ba et Moudou Diop. La cérémonie est présidée par l'autorité administrative. Le maire Pal Samb, installé dans ses fonctions, le premier à remplir depuis la création de la mairie. Il est conscient des défis qui l'attendent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les populations nous ont accordé leur confiance une deuxième fois. Cela veut dire qu'ils sont contents de la gestion que nous avons faite lors du premier mandat, mais ces populations nous interpellent pour mieux faire. L'installation des élus de Dakar-Plateau est faite conformément aux dispositions de la loi. Le sous-préfet de l'arrondissement salue le sens des responsabilités dont ils ont fait montre. J'ai eu à rappeler les dispositifs réglementaires, notamment la loi 2010-11 du 26 mai 2010 et son décret d'application, n'est-ce pas, 2011-819 du 16 juin 2011, relatif effectivement à la parité. À ce niveau-là, il faut reconnaître que l'ensemble des communes de Dakar-Plateau ont appliqué entièrement la parité. Mieux, au niveau de Dakar-Plateau, la commune de Dakar-Plateau, nous avons 3 femmes, effectivement, contre 2 hommes. Pal Samb veut faire retrouver à la commune son lustre d'antan et il pourra compter sur le soutien du sous-préfet. Nous avons comme objectif et ambition de redorer le blason de cette commune et d'en faire réellement une commune résidentielle. Mais également, nous aurons en tout cas en charge, nous allons prendre en charge les aspirations des femmes et de la jeunesse. Le maire est un agent de l'État. La mairie est un département de l'État. Je suis représentant de l'État. On ne peut pas ne pas avoir la même ambition. Alors donc, tout ce qui en tout cas sera fait dans le cadre de la légalité dont nous avons le contrôle, en tout cas trouvera mon assentiment. Nous sommes ouverts à toute discussion, à tout projet qui peut aider à améliorer les conditions de vie des populations. Tous les 6 mois, il prévoit de rencontrer les populations pour faire une évaluation. Le maire de la commune de Fan.e veut une gestion sobre et vertueuse.
Dans la commune de Mbos, située dans la région de Kaolack, les populations comptent sur leur nouveau maire pour le développement de la localité. Absence de postes de santé, d'ambulance et d'éclairage public, la commune est également enclavée et la seule route pour y accéder est dans un état de délabrement avancé. De nombreux défis à relever donc pour le maire qui s'est exprimé dans cet élément de nos correspondants Pampaï Diao et Faligay. Les populations de Mbos souffrent de l'enclavement de la localité selon le nouveau maire. Pour Modou Diop Nguyen, Mbos est une commune qui manque presque de tout. Mbos manquait beaucoup de choses. Entre Guinguinéo et Mbos, c'est 25 km, vous faites plus de 30 minutes. C'est à cause de l'état de la route. L'autre chose aussi, il y a un problème d'éclairage public à tous les niveaux. La nuit, quand vous venez à Mbos, donc voilà, c'est terrible. Bon, Mbos, avec sa population qui tourne plus de 6 000, 7 000 personnes, on n'a qu'un seul forage. Vous partez à la maternité, ça manque de tout. Le cycle sanitaire aussi, c'est la même chose, ça manque de tout. Élu avec plus de 53% devant la coalition Benno Bokk Yakaar, Modou Diop Nguyen se dit conscient des attentes des populations. Il veut compter sur la coopération décentralisée pour faire d'Mbos une commune émergente. Je connais les voies et moyens pour essayer de trouver des moyens pour la commune. L'essentiel, comme j'ai dit, l'acte 3 de la décentralisation nous a donné des opportunités. Les opportunités, c'est quoi? L'acte 3 nous permet d'aller chercher des moyens et de venir s'investir au niveau de la commune. Donc, parce que je m'y connais, donc, et je vais m'y atteler pour essayer de changer le visage à tous les niveaux de Mbos, en allant chercher des partenaires. Élu maire de Mbos sous la bannière de Wallu Sénégal, Modou Diop Nguyen se projette déjà sur l'élection législative. Mais avec quelle coalition, cela reste à définir, soutient-il. Élection à la Chambre des métiers à Kaffrine. Les artisans dénoncent l'organisation des élections destinées à élire leurs représentants. Sur 3000 membres, plus de 1000 n'auraient pas participé aux élections de représentants des artisans. D'après les contestataires, ils n'ont pas bénéficié de suffisamment de temps pour s'inscrire sur les listes électorales. Pour ces artisans, la responsabilité revient aux autorités administratives. Si rien n'est fait pour les rétablir dans leurs droits, ils annoncent la tenue de manifestations dans les jours à venir. Plus de détails, c'est avec Oumar Ndiaye et Boubacar Fall Diop. La polémique enfle déjà avant la tenue des élections des représentants des artisans que certains considèrent comme une mascarade. Selon cela, seuls moins de 1000 ouvriers se sont inscrits sur plus de 3000. Ils demandent aux autorités de reculer la date de clôture des inscriptions. Nous fusillons la mauvaise organisation de ces élections. Sur 3000 ouvriers, ce sont moins de 400 qui se sont fait inscrire. À Okon, il y a au moins de 20 inscriptions. À Birkilan et à Malem, c'est la même situation. Nous nous sommes acquittés de nos frais d'inscription. Une importante somme d'argent. Le directeur de l'artisanat, en accord avec le gouverneur, nous avait accordé une prolongation de 8 jours sur lesquels nous avons perdu 4 jours. 8 jours et presque 4 jours. Les ouvriers mettent en garde l'État. Nous refusons cette forfaitaire et nous lançons un appel au président, au ministre de l'Intérieur, au directeur de l'artisanat, bref, à toutes les autorités. Nous sommes prêts à y laisser nos vies. Pour refuser cela, les ouvriers ont versé leur argent déjà et on va les empêcher de participer aux élections. Nous ne l'accepterons pas que l'État réagisse avant que cela ne soit trop tard. Les ouvriers n'excluent pas de descendre dans la rue. Nous sommes prêts à descendre dans la rue avec tous les artisans, ceux de Koungheul, de Malem, de Nganda, de Boulel, de Birkilan. La chambre appartient aux artisans. Les artisans de Kaffrine sollicitent l'arbitrage des autorités centrales pour éviter que la situation dégénère. Accès à l'eau potable dans les îles casamançaises. Depuis plus de 60 ans, ces espaces insulaires du sud du pays n'étaient plus approvisionnés en eau potable. Avec la construction de 14 forages, plus de 30 000 personnes vont enfin pouvoir avoir accès à l'eau. Alors, qui est à l'origine de ce projet et comment a-t-il été financé? Élément de réponse avec nos correspondants Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Sur l'île de Carabane, dans la commune de Djembéren, département d'Oussouye, le manque d'eau potable remonte à bien avant l'indépendance du Sénégal. En effet, pour se procurer le liquide précieux, les habitants de Carabane dépensaient beaucoup d'argent. Nous avons perdu beaucoup d'argent juste pour chercher de l'eau potable. Nous allions très loin pour chercher cette eau, car le manque d'eau date d'avant les indépendances. Les Européens qui étaient ici avaient tout fait pour obtenir l'eau potable sur l'île en vain. Ils avaient même cherché à récupérer l'eau de pluie. Cette souffrance est désormais un vieux souvenir
puisque l'État et ses partenaires ont fini de construire un château d'eau à Diembéring pour approvisionner toutes les îles du Kassa en eau potable. Parce qu'il s'agit de 6 systèmes à mettre en place, et quand je parle de système, je parle de toutes les composantes, avec les composantes de la production, avec 14 forages, des composantes liées au stockage, des composantes liées au réseau avec 327 km de réseau et également à peu près 3000 branchements. Car ce ne sont pas seulement les îles du Kassa qui bénéficient de ce projet. Celles du Caron aussi, dans la commune de Kafountine, seront approvisionnées en eau potable à partir de ce château d'eau construit à Abéné. La réalisation du projet aujourd'hui aux alentours de 80%. Étant entendu qu'il y a même déjà des localités où l'eau coule. En tout cas, nous sommes très satisfaits du niveau d'avancement des travaux du projet des îles de la Basse-Casamance. L'ensemble des infrastructures de ce projet devrait être livré au plus tard en juin 2022. À présent, parlons de l'érosion côtière, un phénomène naturel devenu un problème récurrent au Sénégal et qui chaque année entraîne des conséquences néfastes sur les populations et sur l'environnement. Dans le département de Fatick, les impacts liés à l'érosion côtière sont essentiellement d'ordre social et économique. Dans la localité de Palmarin, réputée pour la beauté de ses paysages et ses nombreuses activités touristiques, les femmes transformatrices de poissons ne travaillent presque plus. Rencontrées par la rédaction, elles se sont confiées sur les conséquences de l'érosion côtière dans leur localité. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. En ce début de journée à Palmarin, une chaleur à faire cuire un œuf sur la plage. Satoussa à la cinquantaine est nostalgique. Une bonne partie de leur maison familiale est démolie. Elle n'a pas pu résister aux assauts des vagues. La mer a tout pris. Les gens sont fatigués ici. On a peur. Il y a beaucoup de maisons que la mer a détruites. L'avancée de la mer nous a vraiment causé des problèmes. D'ici jusqu'à Differ. Tout Differ et Diakhanor, tu as vu le village de Diakhanor. Ça n'existe plus, on l'a déménagé. Beaucoup d'arbres qui bordaient cette plage de Palmarin sont visiblement tombés. La mer avance sérieusement dans cette zone et la situation inquiète les habitants. Vous le voyez, la mer avance à grande vitesse. Nous, quand nous étions plus jeunes, la mer était trop loin. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'elle est à nos portes. Et ça, c'est très dangereux. Vraiment, nous avons peur. Et c'est dangereux pour le village. Tabaskissar est de Samsam, un des quartiers de la commune. Elle travaille dans la transformation de produits halieutiques et cette érosion côtière a provoqué, selon elle, une rareté des ressources. Nous transformons le poisson et tout ce qui est ressources halieutiques. Mais aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. La ressource est introuvable. On ne sait plus quoi faire à cause de cette érosion. Ces femmes demandent de l'aide pour freiner le phénomène qui hante le sommeil de beaucoup d'habitants de cette localité du département de Fatick. Ces dernières années, de grosses houles ont déferlé sur Palmarin et ses environs. Les inondations ont également détruit de nombreuses concessions de cette commune. 38e édition de la Ziara annuelle de Cheikh Ismaïla Diallo de Marsassoum. L'événement religieux s'est tenu ce vendredi dans le sud du pays. Présent à l'événement, l'imam de la localité s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité, dont l'enlèvement de 7 soldats sénégalais par le MFDC au mois de janvier dernier. Sa réaction dans cet élément de nos correspondants. Bakary Konté est à l'Assemblée. Abdourahmane Diallo, imam ratib de Marsassoum, demande la libération des soldats qui sont actuellement entre les mains du MFDC. Inch'Allah dañuy wax ni ñi nga xamné ñoo nekk ci àll bi té ñu téye soldats yi. Nous demandons au MFDC de libérer les soldats qui sont actuellement en otage. Nous leur demandons de déposer les armes. Nous prions toujours pour le retour d'une paix définitive en Casamance. Et s'il plaît au bon Dieu, la paix reviendra dans le sud du pays et le Sénégal se développera. Et par rapport à la situation du pont de Marsassoum, il réclame la gratuité. Nous, Marsassoum, nous avons un problème. Nous avions un problème à Marsassoum. Le gouvernement a pu régler cette situation en construisant le pont. Mais malheureusement, on nous demande de payer alors que les gens n'ont pas assez de moyens. C'est pourquoi nous demandons auprès du président de la République la gratuité du passage.
Imam Ahmed Tidiane Diallo, porte-parole de la famille, s'est prononcé dans le même sens. Nous sollicitons auprès du gouvernement la gratuité du passage au pont de Marsassoum, si cela n'est pas possible, puisqu'ils ont dit que c'est pour l'intérêt de la localité qu'ils mettent les prix à la baisse. Ces déclarations ont été faites lors de la 38e édition de la ziara annuelle de Cheikh Ismaïla Diallo. Polémique autour des primes spéciales de 50 millions de francs CFA remis aux joueurs de l'équipe nationale de football. Après avoir été écarté de la liste des bénéficiaires, le troisième vice-président de la Fédération sénégalaise de football avait dénoncé la gestion du président Augustin Senghor. Invité de l'émission Grand Jury de la radio Futur Média, le président de la Fédération sénégalaise de football lui a répondu. Retour sur son entretien, c'est avec Babacar Fall. Une délégation fédérale, Babacar, n'est pas mise en place dans une compétition pour aller prendre des cadeaux ou pour aller prendre des primes. C'est dans le cadre d'un dispositif organisationnel pour aller servir son pays. Oui, dans le cadre d'une logique de répartition du travail. Mais justement, rien que pour ça, ils auraient souhaité peut-être faire partie de la délégation officielle. Celui qui pense qu'il veut entrer dans une délégation officielle pour demain prendre des primes, il a tout faux. Et d'ailleurs, les délégations fédérales, on en a tellement eu qui ont perdu que espérer prendre de l'argent ou quoi que ce soit en étant dans les délégations fédérales, c'est avoir vraiment une vue d'esprit très limitée. Pour revenir à ces débats dont vous parlez, moi, à ce que je sache, mon premier vice-président ne s'est pas exprimé, c'est vous qui me dites qu'il s'est prononcé. On nous a dit effectivement qu'il n'est pas resté, mais c'est plus parce que je pense qu'il a estimé que la place qu'on lui avait donnée ne lui convenait pas. Effectivement, notre quatrième vice-président, moi, je suis tellement focus sur ce que je fais et je suis tellement, à mon avis, devenu carapacé que je n'ai pas lu un seul article de journal ni aucune des déclarations de notre troisième vice-président, Mme Adamandou. C'est un vent de victoire qui souffle actuellement sur le gardien de but, Edouard Mendy. Une semaine après avoir été sacré champion d'Afrique avec l'équipe nationale, hier samedi, le portier international sénégalais a remporté la Coupe du Monde des clubs avec l'équipe de Chelsea. Après la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe, c'est le troisième trophée pour Edouard Mendy et son équipe. Retour sur la performance du joueur dans ce récit de Pape Faraning. Edouard Mendy ne va pas de sitôt oublier cette année. Une année fastigieuse pour le portier du Sénégal. En moins d'1 mois, il a remporté 3 trophées. Décidément, l'homme des clean sheets est aussi l'homme des sacres historiques. Meilleur gardien du monde avec le trophée The Best FIFA 2021 devant de grands noms Donnarumma ou Neuer. Une première pour un Africain. Première sacre historique avec l'équipe nationale du Sénégal en arrêtant un penalty décisif contre l'Égypte. Il est actuellement le tenant du titre de la Ligue des champions européens avec son club Chelsea. Edouard Mendy vient de remporter un autre trophée 6 jours après la CAN. Son club Chelsea gagne le premier mondial des clubs de son histoire devant le club brésilien de Palmeiras 2-1 après prolongation. Après avoir dominé l'Europe avec Chelsea, il vient tout juste avec le Sénégal de dompter toute l'Afrique. Désormais, Edouard Mendy trône sur le toit du monde avec cette Coupe du Monde des clubs. 26e édition du semi-marathon de la Saumone, organisé par Eiffage. L'événement sportif s'est tenu hier samedi. Au programme, 2 distances ont été proposées aux participants. L'épreuve des 21 km a été remportée par Christian Diatta de l'ASFA et celle des 10 km par Morphal de l'AS Douane. Pour ces 2 courses d'endurance, un parcours 100% nature en bordure de lagune. Michel Théron est le président du comité d'organisation de l'événement. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Abdourahmane Diallo. C'est la 26e édition. On avait fait 25 éditions sans s'arrêter depuis la création du semi. L'année dernière, on n'a pas pu le faire à cause du Covid. Donc on est très heureux de pouvoir reprendre ces activités-là. Aujourd'hui, on avait plus de 1330 personnes inscrites. Je pense que ça vient après le marathon Eiffage qu'on a fait au mois de novembre. Puis avec la victoire des Lions à la CAN. Tout le monde est content, l'ambiance est formidable.
Et pour l'instant, tout se passe bien et on est très content d'avoir une belle ambiance comme ça avec tous nos partenaires. Je pense que avec le marathon FH et tout, il y a beaucoup de développement de la course à pied et c'est bien pour tout le monde, je pense. Cette année, d'abord, on a beaucoup plus de monde et on a beaucoup amélioré la partie du semi-marathon au niveau des ravitaillements parce qu'ici, il y a du sable, le parcours est difficile. Donc, on a essayé de mettre les coureurs dans de très bonnes conditions. Il y a 2 distances, un 10 km 5 et un 21 km. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche soir en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.